Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission du dimanche 23 août 2020. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Christopher Skitt, député de Sainte-Rose. Il est adjoint parlementaire du Premier ministre. Comme toujours, nous allons passer avec lui une heure que je peux vous dire qui va être un moment très agréable, comme il était toujours avec les autres invités. Donc, dans 3 minutes, notre invité va être avec nous et je vous laisse avec cette... Christopher Skeet is the MNA for St. Rose and the new secretary responsible for Quebec's English-speaking community. Christopher, thank you so much for joining us. Doing fantastic. You came on during the campaign. We knew that Laval was going to be an interesting place for the CAQ. First off, I want to say, in an age of political opportunism, one has to say that that's not the case with you. You were with the CAQ, a founding member of the party since 2011. So how does it feel to be there from the start and then to see it end as it ended in October with this big win? The first time I saw Monsieur Legault in his roundabout Quebec, the first thing I said to him was, this guy has to be premier. And for me, it was the culmination of my 30s. I basically spent my 30s trying to get to where we're at. So I'm very happy. It was a vindication. When we look at the CAQ and the party, you're someone, a visible minority, an Anglophone. I mean, would you consider yourself an Anglophone as well? Yeah, that's up for grabs. I think there's a lot of speculation on other channels as to what I am. My mom speaks, was French-Canadian. This is my mother tongue. My father was from Trinidad and Tobago, so we spoke both languages at home. I'm a product of the English school board system, so I don't know. What does that make me? Well, what it makes you is clear. Donc, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons avoir avec nous monsieur Christopher Skitt, qui, en votre nom, je souhaite la bienvenue. Monsieur Skitt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je suis très content de passer ces moments avec vous. Mais avec plaisir, puis merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Merci, Monsieur Skitt. J'ai fait une petite brève introduction. Je vous ai présenté comme étant le député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du Premier ministre du Québec. Mais comme on fait avec tous nos invités, on aimerait savoir comment est-ce que vous êtes rendu là. Parlons d'abord de votre carrière personnelle avant d'entamer la discussion sur votre carrière politique. Ça a été une longue aventure. Je vous dirais, j'ai consacré ma trentaine à ce projet politique qui est la Coalition Avenir Québec. J'étais au tout début de la CAQ présent avec M. Legault lorsque c'était simplement un organisme à but non lucratif avec des idées d'arrêter de tourner en rond au Québec. Je me souviens d'avoir été emballé par cette vision-là. Et rapidement, je me suis joint à ce mouvement-là. Donc, j'ai fait l'élection de 2012, j'ai fait l'élection de 2014. Les 2 fois, j'ai perdu par beaucoup. Et après ça, en 2018, finalement, je pense, les gens ont réalisé que ça prenait ce changement-là et finalement, j'ai pu réussir. Alors, beaucoup de temps, beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Si on parle de votre parcours professionnel, vous êtes un fils d'immigrant. Parce que des fois, il y a des jeunes qui nous écoutent et on aimerait instaurer de l'espoir dans ces jeunes, dont les parents sont des immigrants. Des fois, les jeunes prennent comme étant acquis que je ne vais pas avoir les mêmes opportunités que ceux dont les parents sont des Québécois de souche. Donc, on aimerait profiter de cette occasion de parler de vos origines, de parler du début de votre famille au Canada afin de se servir d'exemple pour d'autres personnes qui nous écoutent. Je vous dirais, le plus beau conseil que je pourrais donner aux gens, et ça, c'est non seulement en tant que fils d'immigrant, mais aussi un fils qui a vécu de la pauvreté, qui a vécu de la misère. Je pense le plus gros défi qu'on a, c'est on ne connaît pas le chemin.
Hein? On le sait qu'une vie meilleure peut être à distance. On la voit un petit peu à la télé. On voit des gens qui nous ressemblent de plus en plus, qui réussissent à arriver à cette fin. Mais nous, personnellement, c'est comme si on se dit, oui, mais moi, je fais quoi pour arriver là? Et je trouve que c'est le défi de beaucoup d'immigrants, de gens qui soit qui sont nés ici ou soit des gens qui arrivent ici d'un autre pays. C'est comme si on ne connaît pas le tracé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des mentors. C'est pour ça de s'intéresser à la société accueillante, le Québec où on est né, ou le Québec qui nous reçoit, et essayer de comprendre comment fonctionne cette belle province. Alors, c'est d'essayer de comprendre le chemin qui nous mène à la victoire. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que souvent, nos parents connaissent pas le chemin eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu un autre chemin dans un autre pays. Alors, c'est surtout ça que je trouve qui est le plus gros défi. À quoi ressemble le succès? Comment on fait pour l'articuler dans une vision où on n'a pas de mentor, où on n'a pas de gens qui peuvent nous aider avec le tracé, et après ça, mais marcher la ligne et marcher le chemin. Est-ce que ça a été facile pour vous? Non. 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 Parlez-nous de ces difficultés. Non. Ça a été profondément difficile. C'est difficile pour moi à plusieurs égards. J'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Donc, pour moi, de me démarquer à l'école, ça a été difficile. J'ai aussi, encore une fois, je le savais que j'étais capable, mais c'est comment on fait pour arriver là et comment on fait pour trouver ce chemin-là. Et absence de personnes qui peuvent nous le montrer, c'est difficile. Alors, on fait des erreurs, on se trompe, mais l'important, c'est la persévérance. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et c'est ça qui différencie, je pense, c'est le trait qui différencie, je pense, les gens qui réussissent versus les gens qui ne réussissent pas. Est-ce que tu étais parmi ces élèves qui obtiennent les notes 100 sur 100, 99 sur 100, des choses comme ça? Non? Non. Moi, je suis le jeune qui a redoublé la deuxième année, qui a fait l'école d'été en sixième année, que ça y a pris 4 ans faire un secondaire, pas un secondaire, mais un diplôme d'études collégiales lorsque ça prend normalement 2 ans. Je suis le jeune qui a pris 10 ans à faire son bac à temps partiel et je suis le jeune de 40 ans qui est devant vous, qui est encore aux études à faire son MBA. Donc, pour moi, ça a toujours été un périple. Pour moi, l'éducation. Et je ne suis pas ce jeune qui réussit spontanément toujours ce qu'il tente de faire. Parce que c'est ça le lien qu'on essaie de faire souvent quand on est immigrant, et c'est ce que je fais moi aussi avec mes enfants. On essaie toujours de lier la réussite dans la vie avec la réussite dans les études, avec nos jeunes enfants, mais selon votre expérience, vous me dites que peut-être on peut être parmi les moyens dans nos études, mais être parmi les excellents. Vous savez, les jeunes apprennent de manière différente. C'est la raison pourquoi je me suis joint au projet de M. Legault. Parce que lui, il parlait que chaque jeune devrait arriver à son plein potentiel. N'est-ce pas un beau message? Moi, le jeune qui s'est toujours buté au plafond de l'école, d'entendre que, écoute, Christopher, que tu sois fait pour être médecin, astronaute ou électricien, l'important, c'est d'aller au bout de notre potentiel. Et je pense au Québec en particulier, on a mis beaucoup d'emphase sur les études universitaires, mais vous savez, quand on se compare à d'autres pays industrialisés, aussi, ceux qui réussissent bien avec une belle classe moyenne, on voit qu'on n'a pas assez de gens dans les techniques professionnelles. Alors, c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'université, c'est pas tout le monde qui est fait pour la grande scolarité. Alors, cessons de se mettre cette pression-là et arriver au bout de notre potentiel. Ça devrait être ça le premier indicateur. Est-ce qu'on peut dire que M. Legault était un moteur qui vous a impulsé dans la politique? Monsieur Legault, je me souviendrai toujours du premier congrès que j'ai assisté. Je connaissais personne. Personne. J'étais allé là toute seule, j'étais assis en avant et j'applaudissais parce que j'aimais ce qu'il disait, mais je connaissais personne. Et à la fin de ce congrès-là, je suis allé lui serrer la main. J'ai dit, Monsieur Legault, vous ne me connaissez pas, mais vous dites que votre projet est sur 10 ans. À l'époque, il disait que c'était pour 10 ans. J'ai dit, je suis avec vous pour les 10 ans. En dedans de 6 mois, j'étais candidat dans Vimont. En dedans d'1 an et demi, j'étais son vice-président. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être élu et d'être son adjoint parlementaire. Alors, tout est possible. On a juste à s'intéresser. Donc, je suis sûr et certain que vous donnez de l'espoir à beaucoup de gens qui vont nous écouter parce que
on se fait l'idée que pour se présenter dans la politique, dans un parti politique, il faut connaître des milliers de gens, il faut être capable de ramener avec vous des milliers de gens dans le parti politique. Vous me dites que vous étiez là tout seul à applaudir Monsieur le Président du parti politique et vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui dans le parti. Je vous dirais, la seule chose que j'ai faite d'extraordinaire, c'est que quand la première fois que j'ai entendu M. Legault parler, j'ai dit, ce monsieur-là, il va être premier ministre. Et j'ai eu la chance de dire ça très tôt dans le cheminement, mais à part ça, honnêtement, les moments les plus creux, je me souviens en 2014, on était à 13% dans les sondages. Et j'étais candidat quand même dans un comté qui n'était pas facile. Et on m'a battu, mais j'ai persévéré parce que je croyais à ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, ben, ça porte fruit. Donc, vous avez gagé sur M. Legault depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il fait un très bon Premier ministre? Ben, c'est sûr que je suis très biaisé. je suis particulièrement biaisé. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que M. Legault est un homme de cœur et un homme de parole. Et qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce que c'est. Le monsieur Legault que vous voyez à la télé, c'est le même homme chaleureux que vous voyez dans les caucus. C'est pas comme s'il change de discours ou il n'est pas quelqu'un d'autre quand il est en privé. C'est un homme qui adore le Québec, qui pense que chaque jeune devrait aller au bout de son potentiel, qui pense qu'on devrait faire mieux et qui veut que notre Québec soit plus ambitieux. Ça, what you see is what you get. Et okay. C'est ça que j'admire le plus. Est-ce que vous êtes satisfait de sa gestion de la COVID-19 au Québec? Je vais vous dire ce qu'on me dit souvent quand je croise les gens. Les gens, ils ont adoré les points de presse parce que quand on se rencontrait pour la grande messe de 13 heures et on entendait François Legault nous expliquer qu'est-ce qui se passait, c'est comme si collectivement, on sentait un soulagement parce que c'était comme si, OK, il comprend ce qui se passe, il sait qu'il y a des problèmes, mais j'ai confiance qu'il va prendre des bonnes décisions pour nous sortir de là. Et surtout, ce que j'entends des gens qui ont voté pour nous le 1er octobre, et même ceux qui n'ont pas voté pour nous le 1er octobre 2018, ils disent tous, pas mal tous du moins, une chance que c'était lui qui était là. Parce que je ne peux pas imaginer avoir traversé cette crise-là avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ça me soulage, oui, mais surtout, ça me donne beaucoup de fierté de savoir que j'ai cru en cet homme-là depuis le tout début. Au niveau de votre comté, est-ce que les résultats étaient satisfaisants dans cette guerre à la COVID-19 à Sainte-Rose? Comment ça se passe aujourd'hui, d'abord? Oui, mais satisfaisant, tu sais, la région métropolitaine de Montréal, incluant Laval, la Rive-Sud, a été frappée plus dur que le restant du Québec. C'est sûr qu'on n'est pas satisfait. On aurait voulu avoir un meilleur résultat. Et malheureusement, le timing de notre relâche scolaire, le timing aussi de l'information, hein, on ne savait pas à quel point ça pouvait se propager. On ne savait pas aussi qu'il y avait tant de gens qui étaient asymptomatiques puis qui étaient contagieux. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on ne savait pas, qu'on sait aujourd'hui. À Laval, dans Sainte-Rose en particulier, je peux vous dire que le taux, c'est à peu près 1100, 1200 personnes par tranche de 100 000. Donc, c'est à la fois beaucoup trop et c'est à la fois pas beaucoup. C'est juste entre 1 et 2 % de gens dans mon comté qui l'ont eu. Malheureusement, beaucoup de gens âgés aussi dans les résidences. Donc, c'est sûr que quand ça rentre dans une résidence, c'est là que ça devient dramatique. Alors, il faut tout mettre à l'œuvre pour empêcher ça. Est-ce que ça a été résolu, ce problème des gens qui sont dans des résidences, dans les CHSLD? Est-ce que maintenant, les gens se portent mieux dans ces résidences? Les résidences sont sous contrôle? Mais maintenant, on est très agressif par rapport à la prévention. Hein. Là, maintenant, circule pas qui veut à l'intérieur d'une résidence. Maintenant, on doit automatiquement se désinfecter les mains, porter un couvre-visage médical avant de rentrer. Et aussi, on a instauré une politique
qui est clair, là. On veut pas que les gens qui traitent les gens qui ont des symptômes, qui traitent d'autres gens qui n'ont plus. On a vu la semaine passée, il y avait même une infirmière qui s'est faite suspendre là, parce que je pense que c'est important d'introduire la notion d'imputabilité dans le réseau de la santé pour être sûr qu'on ne vit pas un autre drame à l'automne si jamais il y a une deuxième vague. Est-ce que l'aide, le soutien apporté par l'armée canadienne était utile? Oui, je vous dirais que on est toujours très fiers de nos soldats et c'est vraiment on est toujours un peu partagé parce que quand on a recours aux soldats, c'est parce que ça va pas bien, mais en même temps, quand ils sont là, ça nous infuse d'une fierté de dire, tu sais, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes qui décident de servir et de se mettre à risque pour nous, il y a quelque chose de profondément touchant à ça. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on regarde vers l'avant et on veut plus s'en servir pour eux autres. On aimerait ça qu'ils travaillent sur autre chose. Alors, on a embauché 10 000 préposés aux bénéficiaires qui sont actuellement en formation et qui vont être déployés dans le réseau prochainement. Donc, on est optimiste qu'on ne devrait plus avoir besoin des soldats à l'avenir. D'accord. On va passer à un autre sujet. Le groupe Action contre le racisme. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous donner plus de détails sur ce groupe? Quelle fierté pour moi de siéger sur ce comité parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a 3 membres de la communauté noire qui sont sur la partie gouvernementale à la Coalition Avenir Québec. Il y a Nadine Giraud, qui est notre ministre de la francophonie et ministre responsable des dossiers internationaux. C'est pas rien. Le visage du Québec, c'est une femme noire. On a aussi Lionel Carman, qui est un neurologue de formation, qui, lui, s'occupe de nos tout-petits. Alors, tout ce qui est le décrochage scolaire, tout ce qui est la DPJ actuellement, on le sait qu'on a eu beaucoup de problèmes avec la DPJ. Encore une fois, un homme, un père noir qui s'occupe de ça, c'est pas rien. Et pour ma part, mais en tant qu'adjoint parlementaire pour le premier ministre, aussi responsable pour la minorité linguistique anglophone, j'ai le privilège d'être l'adjoint du premier ministre. Donc, on voit qu'à l'intérieur de mon parti, les minorités visibles ont la chance de se faire valoir. On a la chance de siéger sur ce comité-là. Je dois aussi vous dire qu'on a 2 policiers qui siègent sur ce comité-là. On a également la ministre responsable des Autochtones, justement pour nous aider à mettre le point sur les dossiers autochtones. Fait que je pense que c'est un groupe qui va être capable d'avoir une bonne réflexion pour poser des gestes concrets. D'accord. Au niveau de la main-d'œuvre, moi, je suis un homme de transport routier et j'ai passé presque 20 ans dans ce domaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont de la misère à recruter des camionneurs. Il y en a même des compagnies qui ont une partie de leur flotte qui est clouée au sol parce qu'ils n'ont pas la possibilité de recruter des chauffeurs. D'autres provinces du Canada, comme si on parle de la province du Nouveau-Brunswick, de Nova Scotia, ils ont fait un programme pour permettre aux entreprises d'aller chercher des camionneurs de l'étranger, aussi pour les infirmiers, les infirmières. Est-ce que vous pensez que le Québec, il est temps de trouver une façon plus fluide afin de permettre à des gens qui ont l'expertise, qui ont cette capacité de s'adapter très vite avec la vie au Québec et qui ont ce savoir-faire qui leur permet de pratiquer ici au Québec? Est-ce qu'il est temps que le gouvernement de Québec ouvre un peu les valves afin de permettre à ces gens-là de boucler ce trou de main-d'œuvre dans la province de Québec? Tellement content que vous parlez d'immigration parce qu'on a parlé beaucoup d'immigration à la dernière session et il y a eu beaucoup d'informations plus ou moins complètes qui ont circulé, surtout dans les communautés immigrantes. Donc, ça me permet de faire le point. Mon collègue Simon-Jean Barrette, à l'époque, quand il était responsable de l'immigration, il a introduit un nouveau principe à l'intérieur de l'immigration. Le principe de dire, mais pourquoi qu'on se concentre strictement sur des gens qui parlent français ou qui ont une grande scolarité, quand on le sait qu'au Québec, on peine à reconnaître des diplômes étrangers et en plus, ces gens-là, ils peinent à se trouver un emploi dans leur domaine. Ce qui manque vraiment, c'est des gens qui ont un emploi qui les attend, mais qui ne sont pas capables de rentrer parce qu'ils ne sont pas nécessairement scolarisés. Donc, si on parlait français avant, si on était un PhD,
Et puis, si on avait le désir de venir au Québec, mais on pouvait venir assez aisément. Mais le problème, c'est qu'on était soudeur avec 20 ans d'expérience, puis Dieu sait qu'au Québec, on a besoin de soudeurs. Mais c'était plus difficile de rentrer si on ne parlait pas français en plus. Nous, ce qu'on dit, c'est que si un employeur, peu importe où il est au Canada, au Québec plutôt, il décide qu'il a besoin d'un soudeur, il peut aller piger dans une liste de soudeurs et aller chercher la personne qui a besoin. Et après ça, on donne 3 ans à cette personne-là pour apprendre le français. La même chose pourrait être appliquée dans le domaine du camionnage. C'est une industrie que je connais très bien. Dans une ancienne vie, j'étais douanier et le camionnage, c'est le cœur de l'économie. Alors, un employeur qui voudrait embaucher un camionneur en région, dans la région de Montréal, qui n'arrive pas à en trouver, pourrait faire une demande d'aller chercher, de les recruter des personnes à l'étranger et de dire, moi, j'ai besoin d'un camionneur avec 5 ans d'expérience qui sait comment chauffer un camion, qui parle français ou pas. L'important, c'est qu'ils connaissent le domaine. Et en rentrant au travail, nous, on mise sur le fait qu'en ayant un travail, c'est ça qui va être son vecteur premier d'intégration. Alors, moi, je pense que c'est une belle formule. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de faire un petit peu de politique avec ça, mais moi, je pense que rentrer des gens sur les bases de leurs connaissances au lieu de leur scolarité, je pense que c'est un bon ingrédient pour régler la pénurie de main-d'œuvre. Très bien, ça rassure beaucoup de gens qui sont intéressés. Moi, je fais des lives des fois qui peuvent atteindre des centaines de milliers de vues, des gens qui me disent, s'il te plaît, fais vite, essaie de nous trouver une façon pour venir travailler au Québec. Et des gens qui parlent déjà le français, qui ont l'expérience, qui ont tout ce qu'il faut pour travailler au Québec. On vient de me dire que M. Ian Lafrenière est aussi membre dans le groupe d'action contre le racisme. Oui, ça, c'est un des policiers que je vous disais. Yann, c'est un bon ami et avec une grande expérience policière, hein, il faut se dire. Lui, il connaît beaucoup les dossiers et c'est une personne qui contribue énormément à nous aider à réfléchir sur le côté profilage racial, le côté c'est quoi les indicateurs pour les policiers, comment ils font pour agir. Puis mon autre collègue, Denis Lamotte, qui est aussi l'adjoint parlementaire pour les Autochtones et aussi un ancien policier de la SQ en région. Donc, vraiment une belle diversité dans notre groupe pour arriver à des vraies solutions. Donc, on salue M. Ian Lafrenière qui était notre invité dans l'une des premières émissions sur Adraoui Live. Parlons maintenant de la relation avec la communauté maghrébine, marocaine. Est-ce que vous assistez à des événements organisés par ces communautés? Comment est-ce qu'il est la relation avec ces communautés? En fait, ce que je regrette profondément, c'est que dernièrement, avec le COVID, on n'a pas la chance en tant qu'élu de faire les sorties ou les rencontres qu'on voudrait faire. La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'on commence à faire des rencontres plus privées dans les bureaux. On va commencer à siéger bientôt. Alors moi, je suis toujours ouvert pour rencontrer peu importe la personne qui a quelque chose à nous dire. Je pense que la force de notre gouvernement, c'est notre capacité d'être à l'écoute. Et ça, là, je pense que c'est ça qui est profondément important, d'être à l'écoute des gens. Et je salue la communauté maghrébine parce que à Laval, il faut se le dire, c'est un terrain d'accueil pour cette communauté. Alors, on a de quoi être fiers et à célébrer. Pour ces communautés, souvent, ça a été le Parti libéral, pour le bon et pour le pire. Donc, est-ce que la CAQ fait quelque chose afin de ouvrir un dialogue, peut-être s'approcher beaucoup plus de ces communautés? Et d'ailleurs, les résultats le disent. Les résultats de la CAQ à l'intérieur de Montréal ou bien dans les alentours ne sont pas pareils à ceux que la CAQ obtient très loin de Montréal. Donc, est-ce que la CAQ a un programme, a une façon de faire nouvelle afin de conquérir ces communautés et d'ouvrir un dialogue avec eux afin de les convaincre que, oui, nous sommes le parti qui peut vous adopter comme immigrants? Bien, premièrement, je pense qu'on fait des grands efforts. Il ne faut pas oublier de notre côté que notre présidente, Alice Abou-Khalil, est un peu notre ambassadrice pour beaucoup de cette clientèle-là, disons-le comme ça. Mais surtout, ce que je retiens, c'est une majorité silencieuse. Moi, je ne vous dirai pas le nombre de fois que je me suis promené. Puis j'ai un exemple en tête où j'ai rencontré un monsieur qui était égyptien et il m'a dit, vous savez, monsieur Skeet, je suis très content de tout ce que vous faites parce que c'est important que les Québécois soient fiers de parler français, ils soient fiers d'être inclus. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ma communauté vous aime pas. Moi, je vous dis, là, dans ma famille, tout le monde vous aime. Alors,
je soupçonne qu'il y a une certaine majorité silencieuse qui, somme toute, aime beaucoup ce qu'on fait pour l'emploi, aime beaucoup ce qu'on fait pour la laïcité, aime beaucoup ce qu'on fait aussi pour l'éducation. J'ai un soupçon que c'est plus grand qu'on le pense. J'ai vu circuler un de vos vidéos dans lequel vous présentez des félicitations pour la communauté musulmane à l'occasion du mois de Ramadan et ça a été fort apprécié par la communauté. Donc, c'est une occasion peut-être de parler avec la communauté qui est intéressée à intégrer ce monde de politique, mais elle est silencieuse, comme vous dites, mais des fois, elle est timide. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette communauté afin de l'encourager à se lancer dans les bras de la CAQ? Ben, vous savez, il y a deux choses à casser, parce que souvent, les gens qui viennent, mettons, de l'Algérie ou d'autres pays, dans le Moyen-Orient en général, la politique, c'est tabou. Parce que c'est comme s'il y a comme une distance de pouvoir entre les gens qui nous gouvernent et le peuple. Et à la fois, c'est dangereux peut-être de s'impliquer en politique. Alors, faut casser ce souvenir, ces mauvais souvenirs-là, et de dire aux gens que de la politique au Québec se fait autrement. Ça se fait où ce que les discours se font verbalement, on se fait pas mal, c'est pas dangereux, et on donne un espace pour exprimer nos idées. Ça, je pense qu'on peut le faire plus en démontrant un petit peu de variété. C'est la raison pourquoi que nous, on cherche toujours des candidats de toutes sortes de background, que ce soit des anglophones ou des personnes racisées ou des immigrants, parce que je pense que c'est ça la force du Québec. Mais il y a aussi prendre des pas nécessaires, comme saluer les gens qui ont célébré le Ramadan. Je pense que c'est important pour ces gens-là de savoir qu'on les connaît. Vous savez, pour moi, mon frère est un musulman et puis je connais très bien sa religion, je connais très bien la signification du Ramadan. Alors pour moi, c'est quelque chose qui va de soi, de célébrer avec ces gens-là, de leur dire, de les saluer pendant ce moment-là. C'est pas facile de jeûner et surtout quand le Ramadan tombe l'été, c'est pas facile. Et puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir cette ouverture-là. Ben, espérons vous voir dans l'une de ces cérémonies organisées au cours du Ramadan, vous accompagné avec vos collègues et aussi notre Premier ministre, M. Legault. C'est vraiment un moment de retrouvailles où beaucoup de ministres du Parti libéral prennent place avant. Et puis, on aimerait bien que la CAQ aussi bouge vers les communautés et n'attend pas que les communautés viennent chez elles. Ben, vous avez raison, les politiciens ont une obligation de faire ça. C'est la raison pourquoi je tente de le faire. OK? Mais je vous mets au défi. Faites-le aussi. Attendez pas que les politiciens viennent vers vous. On le dit souvent avec le vote des jeunes. Hein? Si les jeunes ne s'intéressent pas, mais les politiciens ne s'intéresseront pas aux jeunes. Même chose pour les communautés migrantes. Si vous n'êtes pas présent, si vous n'exprimez pas vos idées, si vous ne venez pas à les rencontres, mais vous êtes facile à oublier. Moi, le défi que je vous lance en tant qu'étudiant en sciences politiques, moi, je suis politologue de formation. L'implication citoyenne, elle est primordiale. Alors oui, les politiciens doivent être le reflet de qui vous êtes et qui nous sommes. Mais de l'autre côté, permettez pas à les politiciens de vous prendre votre démocratie. Impliquez-vous, vous aussi, puis faites votre part du travail aussi. Et si les deux, on travaille, on va se rencontrer dans le milieu. C'est un grand problème au niveau de la communauté maghrébine, surtout. Chacun dit les autres vont aller voter et ils vont le faire à mon nom. Et ils vont choisir le meilleur. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire pour ces gens qui restent à la maison et qui ne prennent pas le soin d'aller voter le jour du vote? Mais je leur dirais que moi, personnellement, j'apprécierais leur vote. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes pas trop occupé, venez-vous-en, je vais le prendre, votre vote, et je l'apprécie et je vais le protéger et le chérir avec gratitude. Mais plus important, c'est que les absents ont toujours tort. Et on peut bien ne pas être satisfait de quelque chose, mais je pense qu'en quelque sorte, on perd le droit de critiquer si on n'a pas pris la peine, une fois aux 4 ans, d'aller exprimer c'est quoi notre vision de l'avenir. Et on passe beaucoup de temps, nous les politiciens, à vous montrer c'est quoi notre vision de l'avenir. Alors, embarquez avec nous, venez nous influencer et venez nous dire ce que vous pensez dans le but justement que votre Québec soit le vôtre et le reflet de vous. Si je vous dis le Maroc,
comment est-ce que vous pouvez me décrire ce pays? Est-ce que vous avez une idée sur ce pays? Vous l'avez visité? Vous connaissez quelque chose sur ce pays? Je suis jamais allé au Maroc. Récemment, j'ai fait un voyage à Dubaï il y a quelques années. J'ai passé quelques journées à faire une croisière justement dans le golfe Persée. J'étais allé à Bahreïn, j'étais allé à Oman, mais jamais le Maroc, malheureusement. Mais le royaume, écoute, c'est apparemment de toute beauté. Et ce que j'apprécie surtout, c'est la gastronomie et la culture française, qui est, je dois le dire, très beau à entendre, cet accent-là. Donc, c'est une invitation qu'on vous fait. Vous serez le bienvenu dans notre cher pays d'origine, le Maroc. Avec plaisir. Donc, monsieur Skit, on vous laisse en un mot de fin. C'est un grand plaisir de parler avec vous. On vous laisse dans un mot de fin pour ne pas être égoïste et vous tenir beaucoup plus. Ben, merci beaucoup. Puis j'ai tellement apprécié cette invitation-là. Merci beaucoup de tendre la main et je vous la retends aussi. Si jamais vous avez des questions, si jamais je peux faire quelque chose pour vous servir, sachez que mon bureau est toujours là pour vous servir. Je suis là pour vous et grâce à vous. Alors, merci pour tout ce que vous faites pour le Québec. Vous travaillez très fort, vous vous impliquez beaucoup. Alors, merci beaucoup et je suis très reconnaissant pour ce temps que j'ai eu avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Christopher Skit, qui était avec nous à partir de Laval. Il est député de Sainte-Rose et il est adjoint parlementaire du Premier ministre de Québec. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء. كان من المفروض أن تكون معنا البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية السيدة أمينة ماء العينين، لكن هناك ظرف قاهر منعها من الحضور معنا في هذا اللقاء. هي الآن إلى جانب أحد أقاربها الذي يعاني وهو في المستشفى، والسيدة أمينة ماء العينين هي الوحيدة التي يتوجب عليها أن تكون في حضرة هذا الشخص من المقربين منها، وأيضا هي تعيل بعض أطفال هذه العائلة ولديها مسؤوليات جسام توجد في المصحة إلى وقت متأخر البارح من الليل. نتمنى الشفاء لهذا الفرد من أسرة السيدة أمينة ماء العينين، وهي تضرب لكم موعدا إن شاء الله في وقت قريب وتعتذر منكم لعدم الحضور. إذا دمتم في رعاية الله، وألقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في لقاء ممتع وجميل مع ضيوف جدد. في أمان الله وإلى اللقاء.